Bienvenue dans le podcast qui vous aide à faire votre place dans le monde avec confiance, force et sagesse. Je suis Betty, psychologue hypnothérapeute créatrice du Cercle des Louves. Ces épisodes sont faits pour les personnes qui ne rentrent dans aucun moule, qui veulent s'autoriser à être pleinement elles-mêmes en faisant une force de leur sensibilité. Je vous partage mon expérience, des histoires à méditer et je reçois des personnes au parcours inspirant. Prise de conscience, bottage de fesses et bienveillance, tout ça au même endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Elodie, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast à destination des personnes sensibles, entre autres. Donc, tu es vraiment une invitée que j'avais hâte de rencontrer. Donc, merci beaucoup. Je suis très honorée de passer ce temps-là avec toi et puis de pouvoir partager ton message avec les auditeurs et les auditrices. Merci surtout de ton invitation. Avec plaisir. Alors, Elodie, comment te présenter? Parce que, si je ne dis pas de bêtises, tu es une atypique et ô combien ton parcours est riche. Tu as écrit des livres, tu as une maison d'édition, tu accompagnes les personnes à haut potentiel intellectuel et émotionnel, tu fais partie de l'Observatoire national de la sensibilité. Bref, tu as mille cordes à ton arc. C'est vraiment très enrichissant. Et puis, j'espère que, du coup, toutes les personnes qui t'écouteront pourront se rendre compte à quel point on peut mettre à profit notre atypie, si je peux dire ça comme ça. Oui, effectivement. Je me suis pas toujours intéressée aux atypies, donc c'est quand même important de le signaler. Et je crois que c'est aussi rassurant de se dire que arriver à parler de ça, à connaître ce sujet, même si professionnellement, après, ça, c'est un métier, mais même personnellement, ça a été un long cheminement. Moi, pour information, j'ai été au départ assistante sociale pendant des années, tout en continuant mes études. Puis après, j'ai fait de la médiation, puis après, des études de psychologie, de psychanalyse, tout ça. Mais j'ai un parcours professionnel atypique. Et je sais qu'en France, souvent, les atypiques souffrent de ça, parce qu'on peut les cataloguer comme un peu instables. Sur le CV, je sais ce que c'est d'enlever des lignes parce que on va me demander mais pourquoi vous avez fait ça, ça n'a pas de lien, ce genre de choses. Oui. Mais vivant à l'étranger, je vois bien que par exemple la culture anglo-saxonne n'est pas du tout pareille et bien au contraire. C'est valorisé. Oui, c'est plutôt valorisé. C'est-à-dire qu'on touche un peu à tout, qu'on a une grande curiosité, qu'on est passionné. C'est ce qu'on appelle un peu slasher aujourd'hui. Pour revenir un peu à ce terme slash, la barre latérale qui permet de démontrer qu'on a peut-être justement plusieurs cordes à notre arc et que c'est OK et qu'il faut peut-être arrêter avec l'élitisme de l'expertise, bien que je n'ai rien contre les personnes qui s'orientent vers une seule thématique, bien sûr, et si c'est une passion, tant mieux. Mais ça permet aussi de décomplexer les personnes qui n'ont pas, en tout cas notamment les atypiques, qui n'ont pas encore trouvé la passion de leur vie et qui touche un petit peu à tout, quoi. Donc, voilà. Oui, complètement. Et ça fait tellement du bien de te l'entendre dire. Moi-même, j'ai vécu au Royaume-Uni quelques années et je m'y sentais tellement mieux parce que tu as le droit d'être ce que tu es, même si tes intérêts n'ont pas de lien entre eux, même si tu fais plein de choses différentes, même si tu as 1000 idées à la minute, en fait. On valorise vachement ce système-là et c'est vrai qu'en France, on ne retrouve pas forcément ça encore plus dans le monde de l'entreprise. Donc, merci, je crois que tu vas faire du bien à beaucoup de monde aujourd'hui avec ce message-là. Je trouve que ça tend à changer, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux où les gens osent un peu plus, tu vois. Donc, c'est vrai que les multipotentiels peut-être seront un peu plus valorisés et je le vois notamment dans les grandes entreprises qui, justement, ont souvent des chercheurs de tête de profils atypiques. Et ça, on ne connaissait pas ça il y a quelques années. Donc, quand on parle de grandes entreprises, c'est vraiment les entreprises internationales, donc certainement plus sensibilisées à ce sujet que d'autres. Oui. Donc, finalement, multipotentiel, déménager ou aller bosser à l'international. Ce serait un peu résumé, non, bien sûr. Mais je crois qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire bouger les lignes. En tout cas, si ça peut rassurer les personnes qui nous écouteront. Et puis, je crois que c'est vachement lié aussi à la confiance qu'on a en soi et en son potentiel d'apprendre à se découvrir finalement. Alors, tu disais que c'est un long parcours. En tout cas, ça a été un long cheminement pour toi. Est-ce qu'on peut revenir pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas encore aguerries du sujet ou qui ont des doutes sur effectivement leur fonctionnement? De quoi on parle quand on parle de neuroatypie et puis plus précisément après de haut potentiel intellectuel, de multipotentiel, etc. Alors, on parle de neuroatypie, effectivement, souvent on va dire atypique pour
raccourcir le terme. Bien évidemment, tout le monde est atypique dans le sens où tout le monde est singulier, on est bien d'accord, mais tout le monde n'est pas neuroatypique. La neuroatypie, en réalité, c'est un fonctionnement du cerveau qui est différent, ou structurellement différent. Ça peut se voir effectivement dans le cas du haut potentiel intellectuel, ou bien un fonctionnement différent de par son intensité, sa vivacité, ce genre de choses. On le voit notamment dans la haute sensibilité. On regroupe donc dans les neuroatypies, donc les personnes hypersensibles. Alors on va plutôt parler, nous, de haut potentiel sensible ou de haute sensibilité dans le domaine scientifique, ou bien du haut potentiel intellectuel, ce qu'on peut communément entendre comme surdoué. Il y a aussi phylocognitif, zèbre, enfin bref, il y a pas mal de termes comme ça, enfant précoce, enfin, il y a plein de précocité intellectuelle. Il y a aussi les TDAH, donc ce trouble effectivement envahissant qui fait qu'on peut avoir des difficultés de concentration ou pas de l'hyperactivité, c'est pas toujours avec. Il y a également les troubles 10, donc tout ce qui est du trouble de l'apprentissage. On se rend compte que c'est souvent lié avec une autre neuroatypie, donc il n'est pas rare, malgré les préjugés, d'être au potentiel intellectuel et d'avoir des troubles 10 par exemple. Et bien sûr, on y retrouve tout le spectre de l'autisme, qui est très très large, notamment le syndrome d'Asperger. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme, même s'il est encore usité. On rentre dans la classification du spectre de l'autisme au sens large. Donc tout ça, ce sont des neuroatypies. Ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue médical, on va dire, on a estimé qu'il y avait une norme de fonctionnement pour notre cerveau. Et en dehors de cette norme, eh bien, on est neuroatypique. Alors, on peut reprendre effectivement cette réflexion sur la norme, hein, parce que ça pose question. Hein. Oui. Mais ça peut aussi rassurer certains, parce que finalement, ça touche quasiment 30% de la population. Donc, ok, peut-être neuroatypique, mais pas seul. Donc voilà. Après, ça ne veut pas dire que on se ressemble tous, parce que chaque personne neuroatypique a ses propres particularités, qui sont teintées par son histoire, par son éducation, par sa culture, par les expériences et par tout ce qu'il va vivre au quotidien, par les rencontres. Donc, même si une autre personne a la même neuroatypie que vous, en fait, ça va pas se colorer du tout de la même manière. Et puis, comme je vous disais, il est pas rare d'avoir plusieurs neuroatypies. Et c'est vrai que parfois, le fait d'avoir plusieurs neuroatypies peut aussi, entre guillemets, fausser le repérage, j'ai envie de dire, de ce qui nous concerne. Je pense à des personnes, par exemple, à haut potentiel intellectuel, mais qui sont 10, à qui on a répété toute leur vie à l'école, par exemple, qu'ils étaient bêtes parce que leur apprentissage n'était pas normé ou normatif par rapport aux autres élèves, en fait. Ouais. Encore une fois, cette norme qui revient sans arrêt. Alors ça, c'est vrai, je pense qu'on est assez mal formé en France pour repérer les neuroatypies. Heureusement, de plus en plus de professionnels vont au-delà de leur cursus universitaire, parce que dans les études de psy, à ma connaissance, je connais pas toutes les facs de France, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment dans le cursus quelque chose de poussé sur ce sujet-là. En général, il faut se former après. Donc, ça demande du temps et de l'investissement financier, en énergie, et tout le monde ne le fait pas. Puis après, ça demande aussi de vouloir se spécialiser dans ce domaine. Et malgré tout, ça ne concerne pas la grande majorité de la population. Donc, ça peut s'entendre que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Du coup, il y a des erreurs, effectivement, de diagnostic. Et comme tu le disais bien, effectivement, sur des tests qui sont labellisés et qui sont un peu, à mon sens, cloisonnés aujourd'hui et cloisonnants. On pourra y revenir après, mais on va passer à côté de certaines neuroatypies. Et du coup, ça ne va pas permettre de bien comprendre le fonctionnement de l'enfant ou de l'adulte. Après, le but, c'est pas du tout de mettre dans des cases. Moi, je le dis bien, c'est-à-dire que c'est aucunement une case, en fait. C'est juste, à un moment donné, si une personne est en difficulté, le fait de comprendre d'où la difficulté provient, c'est plus simple pour l'accompagner et pour la dépasser. C'est tout simplement ça. Sinon, pourquoi aller voir, par exemple, je sais pas, son médecin quand on a des symptômes. Le but, c'est pas qu'il nous dise exactement. Enfin, c'est pas juste pour la maladie, c'est pour soigner la maladie. Bon, alors bien sûr, les neuroatypies ne sont pas du tout des maladies, ce sont pas des handicaps. Mais c'est pour expliquer que si les personnes ont besoin à un moment donné de chercher des réponses, elles sont légitimes aussi à le faire. On est toujours légitime à essayer de se comprendre davantage, de toute façon, si jamais il y a une souffrance, bien sûr. Oui, complètement. Puis tu le dis très justement, je trouve que le test en soi permet de mettre des mots, de comprendre sa souffrance, son fonctionnement, etc. Et je crois qu'en France, on est plus formé à évaluer à travers les tests qu'à accompagner, parce qu'après, une fois qu'on a le résultat de son test, on fait quoi avec ?
C'est exactement ça. Et puis, je pense qu'il faut pas oublier que alors, toutes les personnes neuroatypiques ne souffrent pas, hein. Heureusement, il y a plein de gens qui ne verront jamais de psy, ou en tout cas pas pour ce sujet-là. Et il n'y a pas de souci. Attention, heureusement, il faut bien le dire. Il y a un gros biais, je pense, cognitif, de penser que ces personnes-là sont forcément malheureuses. Absolument pas. Le biais, c'est que les personnes qui vont consulter, elles ont effectivement une souffrance. Mais ça ne veut pas dire l'inverse, que toutes les personnes neuroatypiques sont en souffrance. Absolument pas. Oui, totalement. Mais s'il y a une souffrance, il faut pouvoir la détecter. Et il faut comprendre que le fonctionnement neuroatypique amène des symptômes et des réactions totalement différentes, effectivement, qu'une personne neurotypique. Et il faut en prendre en compte. Et comme tu dis, c'est-à-dire que le test pour le test, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est qu'est-ce qu'on va ressortir du test, l'analyse que le professionnel formé et compétent va faire de ce test pour pouvoir accompagner ou rediriger la personne vers une personne compétente. Pour les deux. Et je pense que ça peut être aussi très perturbant pour les patients ou les personnes qui apprennent à se connaître, parce que bon, moi j'aime pas trop le terme patient, mais c'est très personnel. Quand on vient pour apprendre à se connaître, qu'on passe un test, et parfois le test il est pas probant. On se dit, ben voilà, effectivement, le résultat ne laisse pas penser à un haut potentiel intellectuel, par exemple, mais en entretien, on a beaucoup de signes qui vont nous faire penser que oui, on peut être dans du haut potentiel intellectuel. Ou alors, le test n'est pas probant, mais il est peut-être influencé par le disque quelque chose. Alors moi, je suis assez en colère sur ça. J'avoue que j'ai une posture assez, pour le coup, peut-être fermée, mais à mon sens, une personne qui va passer un test, c'est pour avoir une réponse. Donc, il faut pas oublier que si ces personnes en arrivent à un moment donné à passer le test, c'est qu'elles s'interrogent énormément sur leur fonctionnement, dans le sens où elles se sentent en décalage. C'est ce qui revient souvent, ce côté de je dois provenir d'une autre planète, c'est pas possible. Et du coup, forcément, elles vont essayer de se raccrocher aux branches de ce qu'on leur a dit, que ça devait être elles le problème, qu'elles sont trop, qu'elles sont patati, patata. Et en fait, les étiquettes, elles sont déjà collées, hein. Donc, autant décoller celles qui ne conviennent pas et trouver celles, en tout cas, qui nous correspondent le mieux. Même si c'est que pour un temps, hein, comme je dis, une étiquette, ça se colle et ça se décolle, hein. Donc, mais autant la choisir et oui. Pas exact. Donc, je pense que c'est un soulagement aussi de se dire ah ok, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, parce que ça c'est vraiment des termes qui reviennent souvent quand on fait passer test. C'est ah non en fait je suis normale, je suis pas folle, je suis pas en fait parce que c'est vraiment ça qui leur vient à l'esprit. Donc le test en fait il est pas là pour donner un chiffre. Si on parle par exemple du test de QI, c'est le chiffre en fait on s'en fiche. Donc le truc de dire il est incalculable, alors ça pour moi c'est une faute professionnelle, dans le sens où on peut pas laisser quelqu'un comme ça en disant c'est juste incalculable, je ne sais pas. Non, si on a besoin aujourd'hui de psychologues formés et compétents pour faire passer le test, c'est parce qu'on a besoin de leur expertise professionnelle pour interpréter le test. Sinon, n'importe qui pourrait faire passer un test de QI. Si c'était juste de poser des questions, de voir un résultat et en plus maintenant c'est dans un logiciel. Le psy il rentre le résultat dans le logiciel qui calcule les points. Je suis désolée, mais ça, n'importe qui peut le faire. Donc, ce qu'on lui demande, c'est vraiment une expertise professionnelle. Et si effectivement le chiffre n'est pas probant, c'est donc dans sa posture et dans sa déontologie professionnelle, et même dans son éthique professionnelle, d'aller chercher pourquoi il y a un écart de points, qu'est-ce qui fait baisser certains points, pourquoi dans son observation clinique, il peut repérer de la douance, mais que dans le test, ça ne se voit pas, parce que ce test, comme n'importe quel test cognitif, parce que c'est un test de performance, le QI, ne l'oublions pas, c'est vraiment, c'est une seule bonne réponse, il y a un timing, il faut répondre rapidement et avoir une bonne réponse. Donc, il y a plein de choses qui peuvent biaiser un test pareil. Oui, l'anxiété de performance. Exactement, déjà, mais n'importe quel psy le sait. Oui. Il y a la fatigue, il y a la crainte, il y a les fausses croyances qu'on a sur soi, le nombre de personnes qui disent, ah, mais moi, j'étais nulle à l'école, ou bien moi, je suis nulle en maths. Et du coup, dans ce test, il y a une partie calcul mental. Donc, forcément, quelqu'un qui bloque en disant, ah, mais moi, je suis nulle en maths, mais il peut totalement bloquer à ce moment-là et perdre des points facilement. Donc, vraiment, moi, ça me met un peu en colère et j'ai plein de témoignages comme ça en disant, moi, le psy ou la psy a dit que c'était pas calculable, donc il ne pouvait pas se prononcer. Enfin, elle est là, son expertise professionnelle quand même. C'est ça qu'on lui demande. Il faut oublier quand même qu'un test de QI, c'est entre 300 voire 700 euros chez certains professionnels. Dans des villes et tout. Là, c'est un coût qui n'est pas du tout remboursé. Donc moi, si je débourse cet argent-là pour qu'on me dise... Je ne sais pas. C'est clair. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour te dire toute la vérité, c'est que là où moi j'exerce, je récupère beaucoup de patients
qui viennent en me disant j'ai fait un test, on n'a pas su me dire si c'est oui ou si c'est non. Et donc, on reprend tout à zéro parce que pour moi, de toute façon, on nous apprend à l'université. Le test, c'est un chiffre, mais qui n'a aucun sens en dehors de l'observation clinique. Exactement. On reprend ça et après, on cherche à comprendre et surtout à accompagner, en fait. Parce que le tout, c'est pas juste de poser un mot. Mais je crois que c'est quand même très perturbant pour les personnes. Et quand auparavant, ils sont passés par un entretien où on leur a dit on a un score, mais on ne sait pas trop, finalement, c'est ni oui ni non. Pour redéconstruire ce qui a été dit, dire voilà, moi, mes observations cliniques, c'est ça, et c'est ce que je pense, et c'est mon expertise. Oui, et c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est un cheminement. C'est un cheminement aussi, je trouve, mais dis-moi ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment de savoir, parce que on a encore cette idée que le haut potentiel intellectuel, c'est être surdoué. Ça veut donc dire être plus doué que les autres dans la croyance collective. Alors en fait, ça n'a rien à voir. C'est un fonctionnement qui est différent. C'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que souvent les surdoués eux-mêmes n'aiment pas trop ce terme. Alors après, je pense que c'est compliqué parce que plus on multiplie les termes et plus effectivement on est un peu noyé. Il a été effectivement traduit comme ça parce qu'on avait un peu médiatisé le génie de la douance. Et c'est encore l'image médiatique de ces enfants qui ont le bac à 13 ans, qui ont une véritable calculette dans la tête. Donc, c'est pas du tout ça, la douance. On peut parler de spectre de douance, finalement, tant que c'est large. Déjà, il y a plusieurs profils. Il y a les laminaires, les complexes, qu'on va pas développer. Mais du coup, il y a énormément de choses. Avant tout, la douance, alors certes, effectivement, dans le cerveau, on repère un taux de myéline plus important, ce qui va générer effectivement une plus grande rapidité de pensée. Souvent, on entend parler de la pensée à l'arborescence. Je fais vraiment une parenthèse là-dessus parce que tout le monde possède une pensée en arborescence. Voilà pourquoi quand vous parlez, je sais pas, de quelque chose avec votre grand-mère, elle va vous dire « Oh, j'ai oublié d'acheter des pommes ». Ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que c'est ça, c'est cette idée de une idée en amène une autre qui en amène une autre. Une pensée linéaire, à mon sens, ça doit être très rare d'en trouver des personnes qui sont pas qui ont une pensée vraiment linéaire, à part peut-être avoir certaines maladies neuronales. Mais voilà. Par contre, effectivement, il y a cette rapidité de pensée, mais ça veut pas dire que il y a une plus grande intelligence. Ça veut pas dire aussi qu'elle est utilisée tout le temps et dans tous les domaines. Et ça, c'est important. Je pense que quand on parlait de neuroatypie au sens large, on va plutôt parler de récepteurs. On va dire qu'on capte le monde de manière différente, on l'interprète de manière différente et donc on y vit de manière différente. Même si on peut s'y adapter, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on est toujours à côté de la plaque, rien à voir, mais ça génère effectivement, une manière de voir les choses, de les interpréter, de les vivre différemment. Et c'est surtout ça, finalement. Dans la douance, il y a effectivement ce côté intellect, on va dire plutôt cognitif, que tous les atypiques n'ont pas. Donc, on est vraiment sur la sphère cognitive. Donc, oui, on peut effectivement être très bon calcul mental ou pas. C'est-à-dire que, en fait, dans le test de QI lambda, il n'y a pas énormément d'intelligence qui est mise en avant. Par exemple, l'intelligence artistique n'est pas du tout perçue là-dedans, et c'est une vraie intelligence. Il y a plein d'intelligences possibles, et donc il y a plein de manières finalement de développer sa douance cognitive, si je puis dire. Et souvent, les gens la cherchent. Je me rends compte que les surdoués cherchent le truc dans lequel ils seront meilleurs. Mais le souci, c'est que c'est biaisé par notre société, par ce côté de performance sans arrêt et dans un seul domaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se voit, qu'il soit visuel. Alors même qu'en fait, des fois, c'est pas palpable, mais on a des compétences qu'on se rend pas compte. Puis c'est très compliqué de se rendre compte de ses propres compétences. Parce qu'en fait, on est compétent du moment où on y arrive. Mais que quand nous, on y arrive, on trouve ça normal. Oui, totalement. C'est un peu le cercle vicieux dans le sens où, mais non, mais ça, oui, non, mais c'est normal, j'y arrive, mais c'est parce que c'est facile. Oui, mais c'est facile pour toi. Peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi ça. Et le surdoué a, je pense, quand même une exigence très particulière parce que il a cette capacité de voir ses propres limites sans cesse. Donc, forcément, s'il voit tout le temps ses propres limites, il y a vraiment ce côté de lui dire, mais non, mais je peux pas être surdoué, regarde, je n'y arrive pas à faire ça. Là, tu vois bien que là, je suis limitée. Tout à fait. Donc, ce terme-là, effectivement, ça peut mettre mal à l'aise. Et en même temps, je trouve quand même qu'il est intéressant parce que il y a ce côté sur le niveau de la sphère cognitive. Il y a ces pensées souvent et qui sont tout le temps dire que il y en a beaucoup qui vont me dire où est le bouton off.
Et là, c'est très important de leur dire, mais en fait, il y en a pas, mais ce n'est pas un problème parce que votre cerveau est câblé pour. Ça, c'est puissant, je trouve, parce que du coup, ça veut dire que tu peux faire quelque chose de ce cerveau qui s'arrête jamais. Mais exactement, il faut arrêter de lutter contre celui-là parce que c'est comme si on disait non mais mon cœur ça me fatigue, il bat tout le temps. Comment je peux l'arrêter? Il vaut mieux pas quand même. C'est clair. Bon, c'est une belle image. Voilà. J'aime beaucoup. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que il faut pas essayer de l'arrêter, il faut justement le comprendre, l'apprivoiser en fait. Et le souci il est là, c'est que souvent les neuroatypiques, ils ont tendance à se comparer aux neurotypiques. Parce que ce monde, de toute façon, est fait pour et par des neurotypiques, puisqu'ils sont majoritaires. Et il faut repenser notre norme quand on est neuroatypique. Il faut repenser tout ça et se dire, je fonctionne différemment, mon cerveau fonctionne différemment, pourquoi je voudrais alors qu'il essaye de fonctionner comme les autres? Ah non, c'est pas, voilà. Il a son propre fonctionnement. C'est comme quand on achète, je sais pas moi, un nouveau truc électroménager, on va pas comparer, je sais pas, je sais pas, un robot qui cuit avec un robot qui mixe. Non, c'est différent. Mais complètement. Donc, il faut le prendre pour ce qu'il est. Oui, c'est une belle image aussi, je trouve. On peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est ça. Mais ça, je pense que justement, c'est là où je trouve l'intérêt quand on se pose toutes ces questions et qu'on est perdu, de voir un professionnel, de passer le test avec ce professionnel parce que des fois l'observation clinique ne suffit pas et que effectivement le test peut apporter des billes en plus au psy et ça va lui permettre de voir la globalité de la personne et lui expliquer comment son fonctionnement cognitif, enfin comment il est et aussi émotionnel parce que on peut pas différencier l'un avec l'autre. Et tout en voilà, et c'est là où je rejoins en disant mais là l'accompagnement il est hyper intéressant. Bien sûr. La personne, et puis, s'apprivoise elle-même. Oui, tout à fait, tu as raison. Je trouve que c'est exactement ça. Et il y a un point qui, je trouve, tu soulevais, c'était le fait de se comparer aux neurotypiques. Je crois aussi, ça fait tellement de bien de rencontrer des gens qui sont comme nous, donc que des neuroatypiques puissent rencontrer d'autres neuroatypiques, pour se rendre compte qu'en fait, quand tu es dans le bon contexte, entre guillemets, je mets des gros guillemets, en fait, tu es tout à fait normal. Oui. Quand tu es avec des gens qui partagent ton fonctionnement, qui partagent ta lecture du monde, etc., waouh, ça fait du bien de te rendre compte qu'en fait, c'est OK d'être comme tu es. C'est vrai que ce terme, par exemple, de philo-cognitif est intéressant parce que il amène ça. Il amène cette réflexion sociale, c'est-à-dire que cette envie de pousser toujours la réflexion, de philosopher sur plein de choses qu'on trouve pas du coup chez tout le monde, et on peut se sentir un peu seul à vouloir refaire sans cesse le monde, à le détricoter, retricoter sans arrêt. On ressent quand même une envie forte de déconstruction et de reconstruction chez les personnes surdouées, et ça peut faire du bien de trouver des semblables. Après, attention aussi malgré tout au fantasme, à l'idéal qu'on se fait, parce que beaucoup justement cherchent d'autres neurotypiques comme eux pour discuter, pour échanger, et dans les faits peuvent être déçus parce que ça ne suffit pas. Comme j'ai dit, c'est la neurotypie est colorée par notre personnalité et tout notre parcours de vie, et on peut ne pas du tout, par exemple, avoir les mêmes valeurs et donc se faire énormément violence et se faire du mal et être toxiques les uns pour les autres, sans méchanceté aucune. Je parle pas de perversion ou quoi. Mais juste parfois parce que les personnalités atypiques, elles sont très intenses et donc leurs valeurs vont être très intenses. Et se confronter avec d'autres personnes qui ont d'autres valeurs différentes des nôtres, qui sont tout autant légitimes, mais avec autant d'intensité, ça peut ne pas fonctionner. Oui, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Et effectivement, ça me fait penser, tout à l'heure, tu parlais d'adaptation au monde. Et ça m'a rappelé, t'en parles régulièrement, le fait de se suradapter au monde, de construire un faux self. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots pour les personnes qui pourraient nous écouter? On appelle ça effectivement le syndrome du caméléon, comme l'animal effectivement qui change de couleur selon son environnement. Les personnes neuroatypiques peuvent ressentir, et ce dès le plus jeune âge, cette sensation de décalage. Alors, dans l'enfance, ils ne vont peut-être pas le verbaliser tel quel, bien entendu, mais c'est vraiment inconscient. Et pour ne pas se sentir rejeté, parce que tout être humain a besoin d'aimer, d'être aimé, c'est un besoin fondamental, il va finalement s'adapter à ce qu'il ressent, ce qu'on attend de lui, que ça soit
avec les parents, avec à l'école, avec les groupes d'amis. Il peut plus ou moins y arriver de manière maladroite ou pas, ça dépend effectivement. Lorsque on va plutôt dans le spectre autistique, on se rend compte qu'ils ont plus de difficultés. Mais des fois, et même par exemple pour les femmes atypiques, c'est très particulier. Moi, vraiment le syndrome de la caméléone que moi je féminise énormément. On se rend compte qu'elles vont plutôt utiliser par exemple leur intelligence pour cacher leur intelligence. Parce que dans le sexisme ordinaire de notre société actuelle, ce n'est pas forcément très bien vu, ou en tout cas, ce n'est pas forcément évident de se mettre en avant en tant que femme. Il vaut mieux être à la seconde place, voilà, être un peu dans l'ombre de quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très particulier aux femmes. Non pas qu'aucun homme n'y soit confronté, hein, par contre. Pas de généralité, bien sûr. On va dire que c'est une majorité. Et du coup, petit à petit, en fait, les atypiques, ils vont tellement en fait s'adapter qu'ils vont peut-être tomber un peu trop dans la suradaptation. Et moi, je dis cette différence, elle est hyper intéressante et hyper importante parce que s'adapter, c'est bien, c'est une vraie compétence. L'adaptation sociale, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que qu'importe le milieu dans lequel on va être, bah, ça va être un petit peu comme on dit, un poisson dans l'eau. Il n'y a pas de souci. Mais la suradaptation, déjà, elle nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, ça va énormément prendre en énergie mentale, énergie émotionnelle. On peut se sentir vidé, par exemple, à la fin d'une journée. Si, par exemple, on se suradapte à notre milieu professionnel toute la journée, bah, il est fort possible qu'à la fin, on soit épuisé. Mais aussi, on peut totalement se noyer dedans. Ce que je vais appeler le faux self, c'est-à-dire le faux soi. C'est comme si on portait un masque, mais un peu comme le film qu'on a peut-être un peu tous connu de notre génération, The Mask. C'est-à-dire qu'il va vraiment, en fait, se mettre sur nous et on peut ne plus savoir l'enlever et ne plus se rendre compte qu'on a un masque. Et chez les personnes neuroatypiques, ça génère beaucoup de burn-out et de dépression. C'est souvent ça qui fait qu'à un moment donné, elles explosent, en fait. Et en tant qu'accompagnant, on peut avoir ces personnes-là à un moment donné qui viennent nous voir et fait mais je sais plus ce que j'ai, je n'y arrive plus, je comprends pas pourquoi je n'arrive plus là, je n'ai plus goût à rien. Et en fait, en général, c'est parce que ça les a totalement épuisés, ce faux self. Ils se sont noyés dans cette suradaptation au point où ils ne savent même plus qui ils sont. En fait, ils cherchent à redevenir quelqu'un qui n'était pas. Et là, il y a un énorme travail d'accompagnement à faire. Oui, complètement. Je dirais même que c'est finalement le fond même du travail à faire. C'est-à-dire que c'est comme si on permettait à ces personnes de se découvrir. Oui, mais c'est long, hein, parce que ça demande une déconstruction souvent de la croyance qu'ils ont d'eux-mêmes et puis cette peur d'être rejetés finalement. Après, c'est dire mais du coup, est-ce que tout... Alors, il y a vraiment aussi, après la passation du test, cette remise en question de toute leur vie. Genre, ah bon, mais alors peut-être que j'ai pas fait le métier qu'il me fallait, peut-être que j'ai même, je me suis pas mis en couple avec les personnes qu'il me fallait. Moi, je rappelle souvent aux gens en disant, bon, attention, là, on donne juste une pièce de puzzle supplémentaire. Ça remet pas en question toute votre personnalité non plus, hein. Vous ne serez pas été serial killer ou comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reste quand même soit avec nos valeurs, avec nos passions. Ça aurait pu ouvrir des voies et en fermer d'autres, on est d'accord. Mais au final, en fait, ce qui est important, c'est de rappeler quand même que la neuroatypie n'arrive pas là d'un coup. On l'est de naissance, on vit avec nos neuroatypies et on meurt avec. Donc, l'un dans l'autre, je pense que les gens ne se plantent pas totalement de vie, même s'ils ne savent pas. Hein. Non, mais je suis entièrement d'accord. Et ça fait du bien de le rappeler. Et souvent, ce que j'entends, il y a comme une phase de doute ou de turbulence quand on pose les mots dessus. C'est mais du coup, est-ce que je dois le dire à mon entourage? Ouais, ça c'est la grande question. Et des fois, si j'ai envie de dire, c'est un peu à double tranchant. Alors, moi d'abord, je pense qu'il y a un travail de légitimité personnelle à faire. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de demander à la personne pourquoi vous voulez le dire. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Alors souvent, c'est soit le dire à ses parents dans le sens tu vois, tu n'as pas su le voir. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance en fait. Je pense que ou bien à son entourage en disant ben je suis pas si bête parce que il y a cette idée encore que c'est lié encore une fois à l'intelligence ou à la bêtise, je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose, je pense, de la reconnaissance et je trouve intéressant de la travailler déjà pour soi. Moi, je dis que d'abord la neuroatypie, c'est s'assumer. Alors s'assumer, ça veut pas dire qu'on porte un t-shirt c'est neuroatypique. Mettre un t-shirt, ils le mettent, mais c'est
vraiment d'abord se dire, OK, en fait, je vais digérer l'information. Après, je comprends qu'on ait envie des fois de le partager avec des personnes de confiance, et c'est ce que moi je propose en disant, est-ce qu'il y a des personnes de confiance auprès desquelles vous pouvez parler de tous émotionnellement, ça peut effectivement, ça chamboule, c'est sûr. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles connaissent un peu le sujet? Parce que on a tous des préjugés et ça peut être très douloureux, même si c'est pas du tout méchant, hein, mais de se confronter à quelqu'un qui va dire, ah bon, toi? Bah, t'es sûr, c'est bizarre quand même, non? Oh, c'est encore un effet de mode. Enfin, ce genre de phrases clichés. Ouais, qui font mal. Ah oui, se prendre ça de plein fouet alors qu'on vient de déposer quelque chose, c'est extrêmement douloureux. Donc, je pense qu'il faut, en tant que professionnel, il faut préparer à ça. Dire, voilà, sachez que possiblement vous pouvez faire face à ce genre de réaction et qu'il faudra pas le prendre pour vous, mais du coup il y aura tout un travail en fait que vous êtes là pour déposer et en fait vous allez devoir avoir tout un travail de sensibilisation avant de déposer quoi que ce soit. Donc ça, je pense que les gens il faut qu'ils s'en rendent compte, quoi. Oui. Mais en soi, oui, moi je trouve ça bien. Après, je trouve ça beau que les personnes neuroatypiques parlent, parce qu'en fait je trouve que sur les réseaux, dans les médias, les personnes qui parlent plus de ce sujet, ce sont des personnes qui ne le connaissent pas et qui ne le vivent pas. Et ça m'agace. Ouais. Et d'ailleurs, qui souvent te répondent, oh, c'est bon, faut arrêter de coller des étiquettes à tout le monde. C'est dingue, parce que ceux qui collent et qui ont le plus besoin d'étiquettes, ce sont les neurotypiques, hein, en fait. La preuve en est, c'est pas parce qu'il y a une norme et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui sortaient d'une norme qui nous ont posé cette étiquette. Parce qu'en fait, en soi, il n'y avait pas forcément besoin de ça. Mais comme quoi, dès qu'on sort d'une norme, les neurotypiques ont vraiment besoin de classifier, justement. Mais attention, ils veulent pas nous enfermer dans une case. Oui, et c'est vrai que du coup, c'est un sujet délicat à aborder, notamment, on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux enfants, par rapport à la scolarisation, etc. Mais même en entreprise, quand c'est pas forcément recherché ou valorisé. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais des femmes et ça faisait partie des points que j'avais envie d'aborder, puis tu l'as fait très naturellement, je te remercie. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que les femmes ont plus de difficultés à se reconnaître ou à accepter leur neuroatypie. Alors, ça dépend des neuroatypies. Oui. Là encore, malheureusement, alors que toutes les neuroatypies ne sont absolument pas genrées, ça a été largement démontré, ça concerne autant les hommes que les femmes. Le sexisme, on peut pas nier qu'il y a du sexisme dans nos sociétés. Bien sûr, ça dépend de la culture dans laquelle on est ancré, mais je me rends compte que les femmes, ok, elles arrivent facilement à dire qu'elles sont potentiellement hautement sensibles, donc hypersensibles, c'est quelque chose qui ne les dérange pas. Par contre, de parler de la douance, là, c'est compliqué. À fait. À l'inverse, les hommes, la douance n'est pas forcément un sujet qui vont les mettre mal à l'aise. Par contre, l'hypersensibilité, beaucoup plus. Ouais. Donc, comme quoi, c'est quand même bien genré. On peut pas dire l'inverse. Il y a du sexisme là-dedans. Pour les femmes, effectivement, la plupart, et je pense, bien 80-90% d'entre elles, elles s'interrogent sur potentiellement leur douance lorsqu'elles ont un enfant, en fait, qui a été détecté surdoué. À chaque fois, c'est comme ça, et elles ont du mal à passer, ça arrive, hein, heureusement, hein, mais elles ont du mal à passer sans ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont aller consulter pour leur enfant, le psychologue, la psychologue va leur dire, ben voilà, certainement que, enfin, en tout cas, on va faire passer le test, votre enfant est, et il va poser la question de manière simple, est-ce que vous, le papa, voilà, quelqu'un dans la famille l'est également? Et là, alors là, à 100% des cas, c'est oh ben forcément le papa, hein. Ah ben c'est sûr, ça peut pas être moi. Ah non, ça doit être le papa. Ah oui, ça doit être le papa. Voilà. Et même on le voit à la passation du test, je trouve. La majorité des hommes, donc pas ne pas faire de généralité encore une fois, mais la majorité vont être soulagés après le test. Ça va apporter des réponses, il va y avoir une sorte de soulagement, mais il y a bien sûr beaucoup d'émotions accompagnées derrière. Tandis que la femme, elle va être paniquée. Dans beaucoup de cas, elle va mettre beaucoup de temps à accepter. Mais même des années, hein. Elles peuvent remettre en question même l'expertise du professionnel en disant, mais il ne doit pas être compétent, c'est sûr, c'est pas possible. Il se trompe. Vous vous trompez, vous êtes sûr. Ça, on ne le retrouve pas chez les hommes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose chez la femme qui va bloquer, en fait, qui va totalement bloquer ce côté de l'acceptation. Et c'est pas pour rien, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'elle va mettre toute son énergie et toute son intelligence à cacher son intelligence, en fait. Tout à fait. Et dans les faits, on peut le comprendre.
on peut le comprendre parce que le témoignage, on lit beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup de femmes témoignent que, par exemple, une fois qu'elles ont su qu'elles étaient surdouées, leurs maris les ont quittées. Dans l'inverse, non, on lit pas de témoignages de femmes qui quittent leur mari parce que il a été surdoué. Donc, je pense que c'est important aussi de se rendre compte qu'elles savent aussi l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Oui, c'est potentiellement faire face au rejet, en fait. Et oui, et alors là, je me questionne. Pourquoi on rejetterait une femme surdouée? Je laisse le sujet libre. Ouh là là, me lance pas sur le sujet, Élodie. Les auditeurs qui me connaissent savent combien je suis féministe. Alors après, j'ai ma propre notion du féminisme. Voilà. Mais il y a une vraie question sociale à se poser sur la question. Et je pense que les femmes inconsciemment le savent. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre elles ne veulent pas passer le cap du test parce qu'elles savent que ça peut changer beaucoup trop de choses et qu'elles sont pas prêtes. Et elles ont ce recul pour le dire en plus. Elles le verbalisent très bien. Et j'ai envie de dire, en même temps, le test, il n'est pas obligatoire. Personne n'oblige qui que ce soit à passer un test, heureusement. Et on n'est pas obligé de le dire non plus. Et bien sûr. Juste de travailler sur soi et son fonctionnement sans pour autant sortir, comme tu disais, avec son t-shirt surdoué. Allez, on va faire des t-shirts surdoués pour sensibiliser le monde. Mais moi, je trouve ça beau quand, du coup, justement, il y a des femmes, tu vois, j'ai lancé le hashtag femme atypique suite à mon livre, justement, femme atypique. J'ai lancé le hashtag femme atypique et j'aimerais que les femmes l'utilisent de plus en plus. Tu vois, je trouve que c'est justement à elles de porter ça et de démontrer que c'est OK, en fait, d'être atypique. C'est pas une tare. On n'est pas plus hystérique. Parce que ça revient souvent en disant, soit on me voit trop masculine parce que j'ai un peu trop de personnalité, soit les autres femmes me jalousent parce que justement, j'ai moins de difficultés à parler avec d'autres hommes, ou je sais pas, parce que moi, je là-dessus, soit, au travail, je suis toujours à la seconde et j'arrive pas à obtenir le poste, mais j'ose pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça et je me dis, mais il y a manière de faire des choses, tu vois, sur le sujet. Et je trouve beau. Alors après, on le voit, franchement, sur les réseaux sociaux, moi, je m'affiche. J'ai pas de difficultés, mais je me rends bien compte, par exemple, que c'est souvent des femmes qui vont suivre. Rares sont les hommes. Les hommes ont plus de mal à suivre des femmes qu'inversement que les femmes à suivre des hommes, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais aussi, les critiques qui peuvent se faire, elles sont rarement sur le contenu même. Elles vont être sur le physique, par exemple, de la femme, ce genre de réflexion. Donc, c'est plus compliqué, effectivement, à un moment donné, d'assumer une atypie quand on est une femme. C'est vrai, j'entends. Donc, je me dis que celles qui sont prêtes, qui le sentent qu'elles le fassent, ça ouvrira la voie aux plus timides. C'est génial. Alors, du coup, on passe le message. Chères toutes, utilisez le hashtag femme atypique. Comme ça, on va contaminer le monde avec notre atypisme. Et voilà, je pense que en plus, tout le monde a y gagné, les atypiques et les typiques. Et totalement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et puis, tout le monde a sa place, en fait, dans ce monde. Exactement. Parce que c'est pas mieux l'un ou l'autre, c'est juste des fonctionnements différents. Exactement. Et on est des milliards sur cette planète. Et de toute façon, comme je disais, chaque atypique a son propre fonctionnement, ses propres valeurs, sa propre histoire. En fait, souvent, surtout dans le monde du travail, la question c'est mais je sais pas c'est quoi ma place. Et je crois que beaucoup trop d'atypiques attendent qu'on leur donne une place. C'est pas comme ça que ce monde fonctionne. Et il y a personne qui va vous dire elle est là ta place, vas-y, je peux t'y mettre, tu peux y aller. Pas du tout. Prends-la, crée-la. C'est ça. Exactement. Chaque individu se doit de construire sa propre place, et notamment les atypiques. Le souci, c'est que c'est toujours plus stressant. C'est vrai. Moi, j'utilise souvent cette métaphore en disant, si tu as un terrain vierge et qu'on te dit, tu as tout ce terrain, vas-y, fais ta maison. Et qu'on ne sait pas faire une maison, c'est un peu la panique. C'est sûr qu'arriver avec une maison déjà construite où on pose ses valises, c'est très rassurant. Mais quand on est atypique, la maison, elle va pas convenir. Parce qu'elle est faite pour les typiques. Donc, il va bien falloir trouver l'énergie, les ressources pour construire sa propre maison. C'est pour ça que le travail de l'accompagnement. Et voilà. C'est pour ça que souvent, souvent quand on dit accompagnement, je crois qu'il faut quand même rappeler qu'on n'accompagne pas les personnes neuroatypiques de la même manière que le neurotypique. Oui. Parce qu'elles vont très très vite, qu'elles ont une grande introspection personnelle et qu'elles ont besoin, en plus, je pense, de plus d'autonomie dans l'accompagnement que les personnes neurotypiques qui ont un peu plus besoin qu'on leur tienne la main, on va dire. C'est pour ça que ça ne veut pas dire qu'il faut forcément un psy spécialisé, parce qu'il y a des psys qui sont très très bien alors qu'ils sont pas spécialisés là-dedans. Je pense que c'est plus une question de feeling qu'autre chose. Des fois, il y a des psys qui sont pas neuroatypiques et qui sont très très bien malgré tout. Enfin, je veux dire, voilà. Donc on me dit, il me faut un psy spécialisé. Pas forcément. C'est vraiment une question très personnelle, ça.
Mais en plus, c'est vraiment la personne neuroatypique qui va faire tout son chemin. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est elle qui est actrice en fait de sa thérapie. Ça, faut pas l'oublier. Si on attend que la psy nous donne les réponses, mais en fait, la psy, c'est juste un psy. c'est pas un magicien, il a pas les réponses en fait, pas du tout. Il ne vous connaît pas. Il va pouvoir aider avec ce que vous lui apportez. Si vous lui apportez, si on veut un gâteau, il faut bien apporter des ingrédients. Si on n'apporte pas d'ingrédients, il n'y a pas de gâteau. Mais complètement. Ouais. Moi, je dis tout le temps, j'éclaire vos pieds, vous faites le chemin. Ah, c'est joli ça. J'aime beaucoup. Parce que bon, on peut faire un bout de chemin ensemble, mais après, le but, c'est que la personne fasse son propre chemin selon ses valeurs et selon ce qu'elle a envie de réaliser, quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut pas hésiter. Effectivement, si on se retrouve bloqué et qu'on est un peu perdu, il faut pas se dire je peux le faire seul. Et surtout que vraiment pour le coup, les thérapies avec les neuroatypiques, je trouve que ça dure beaucoup moins longtemps. Tout à fait. Ils ont besoin en général d'un petit coup de pouce et hop, ils repartent en fait. Ce sont des vraies locomotives. Il faut pas se dire je vais partir pour 20 ans de psychanalyse. Pourquoi pas si ça vous plaît. Enfin moi, il y a pas de souci. Mais ça peut être juste en fait temporaire, à un instant T. Une manière que quelqu'un, éclaire vos pieds, comme tu l'as si bien dit. Tout à fait. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de l'expérience des mamans qui découvrent que leur enfant peut être concerné par la douance, etc. Donc, il y a un caractère héréditaire à la douance. Est-ce qu'on sait vraiment aujourd'hui? Scientifiquement, génétiquement, non, on n'a rien. Mais moi, je dis souvent, la science, ça reste une croyance comme tant d'autres. Par exemple, pendant très longtemps, on a cru que la Terre était plate, jusqu'à qu'on se rende compte que non. Il y a pas très longtemps, j'expliquais à mon fils que moi, quand j'étais enfant, on m'apprenait qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire. Il se trouve que maintenant, il y en a 8. Il y en a une qui a été reléguée plus loin. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça évolue. Et avant qu'on prouve les choses de manière scientifique, il y a souvent des observations cliniques de plusieurs professionnels. Et elles sont aussi, en fait, à légitimer. Alors, on peut pas dire que c'est du coup à 100% sûr, mais en attendant, tous les experts dans le domaine d'un point de vue international relèvent qu'en général, quand il y a un enfant surdoué, ou les deux parents, ou peut-être un des grands-parents, est également surdoué. Donc ça, je trouve que c'est intéressant de se le garder en tête. Ça veut pas dire que c'est automatique, ça veut pas dire qu'on a des preuves scientifiques comme certains voudraient, mais c'est quand même une puce à l'oreille et une piste à explorer. Puis ça peut aussi parfois être un support que de pouvoir échanger sur ces relations familiales entre... Voilà. Et moi, je trouve qu'il y a un public qu'on oublie souvent, tu vois, dans les neuroatypies, ce sont les personnes âgées. On n'en parle pas du tout. Ouais. C'est vrai que c'est notre génération, mais faut bien se dire que potentiellement, si vous-même, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes neuroatypique, posez-vous la question pour vos parents et vos grands-parents. Tout à fait. Peut-être que ça va vous donner aussi manière à déconstruire des choses sur les croyances que vous avez sur vos parents et vos grands-parents. Ça peut être intéressant. Et je trouve que ça amène aussi de la compréhension, puis de la compassion aussi par rapport à nos propres relations familiales quand on va comprendre le fonctionnement de l'autre, comment ça a pu être transmis, etc. Je trouve que ça permet aussi parfois d'apaiser les choses. Oui, totalement. Puis c'était aussi une autre époque. Je crois qu'on oublie aussi quand même que... Alors, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je pense qu'on tend quand même à s'améliorer d'un point de vue de la bienveillance, de l'écoute de soi, sur les études sur les émotions, par exemple, rien que ça, ou sur la communication. De génération en génération, on a beaucoup plus d'outils en ce sens. Même si encore aujourd'hui, je trouve que les émotions, on a encore du mal avec. Il y a du chemin. C'était encore pire à l'époque de nos parents et grands-parents. Je veux dire. Donc, neuroatypique avec toute l'intensité émotionnelle que ça peut engendrer, je me dis, waouh, bon, oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient eu. Complètement. Et ils ont transmis du coup ça parce qu'on leur avait eux-mêmes transmis. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup de personnes neuroatypiques qui manquent de confiance en eux et qui se disent, oui, mais j'ai pas le droit de montrer ces faiblesses, j'ai pas le droit de montrer mes vulnérabilités parce que je dois être fort, je dois cacher. Si je ressens de la colère ou de la tristesse, je n'ai pas le droit de la montrer, etc. C'est juste, comme tu disais tout à l'heure, de venir déconstruire ça et de rendre ce qui appartient à l'autre, de comprendre comment c'est venu colorer notre propre fonctionnement, mais de construire qu'on peut fonctionner aussi autrement. Ça, c'est vraiment des croyances culturelles, sociales, éducatives à déconstruire. C'est pour ça que je trouve que ça peut être intéressant de se faire accompagner par une personne qui va mettre ça en exergue parce que même si lorsqu'on le dit, ça nous parle, en fait, on se rend pas toujours compte des croyances qu'on a dans nos discours. Parce
que ce sont des discours internes, hein, c'est vraiment comme Lacan disait, voilà, c'est la parole de l'autre, quoi, inconsciemment tout le temps qui nous remue. Et ça, on l'a tellement intériorisé qu'on pense que c'est notre propre discours, mais pas du tout. C'est souvent le discours de l'autre, en fait. C'est incorporé en nous. Et les atypiques ont souvent beaucoup de croyances sur eux-mêmes. C'est pour ça que souvent ils pensent qu'ils sont trop susceptibles, qu'ils sont trop sensibles, qu'ils sont trop ci, trop ça. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup trop, ou peut-être des pas assez. En tout cas, et du coup, comme ils se remettent beaucoup en question, qu'ils ont une grande introspection, en fait, ils se remettent mal en question. Ils s'autoflagellent en permanence. Donc ça, je le trouve aussi beaucoup chez la femme, ce côté de non mais ça va pas, faut que je change. D'ailleurs, quand elles vont souvent consulter, c'est souvent dans cette optique. Je sais que ça va pas, je veux m'améliorer, ça va pas comme je suis. Voilà, c'est ce côté-là. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être que tout va bien, mais peut-être que c'est l'environnement et le contexte qui n'est pas adapté en fait à qui vous êtes. Et ça génère ça. Il y a une petite phrase qui circule beaucoup sur les réseaux et que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que quand une plante ne pousse pas, on lui en veut pas en fait. On se dit juste qu'on l'a certainement mal arrosée ou pas donné ce qu'il fallait dans son environnement pour qu'elle pousse. On se dit pas que la plante a un problème. C'est un peu la même chose, tu vois, pour les neuroatypiques. Vous n'avez pas forcément de problème. En fait, la meilleure connaissance de soi-même permet d'adapter l'environnement à qui on est. C'est une super belle image, je trouve. C'est juste apprendre à modifier l'environnement. Ouais. C'est juste recevoir de l'eau, de l'engrais, du soleil. Voilà. Et chaque plante est différente et a besoin de choses différentes. Donc, il faut savoir de quoi nous on a besoin. Mais on a souvent cette croyance qu'il faut absolument s'adapter. Mais ok, l'adaptation, comme je disais, c'était une belle compétence. Mais attention à la suradaptation. Ça fait mourir la plante. Oui, complètement. Et c'est tellement important ce que tu dis, notamment pour faire le pont avec les enfants neuroatypiques, les enfants surdoués ou à haut potentiel intellectuel. Finalement, est-ce qu'il y a un intérêt à poser un diagnostic, à faire passer un test à un enfant, notamment un enfant qui pourrait être chez qui ça pourrait générer de la souffrance, des difficultés scolaires, etc. Moi, je suis pas contre, oui, effectivement. Je crois que c'est important. Alors, ça dépend de l'âge de l'enfant. En général, on dit qu'avant 6 ans, ça peut être un peu délicat. Parce que l'enfant, j'aime bien savoir que l'enfant est acteur, en fait, de cette démarche et qu'il comprenne pourquoi il va passer un test. Bien sûr, c'est sous forme de jeu, souvent, chez le psy, donc c'est toujours sympa. Je pense qu'il faut comprendre la demande derrière. C'est-à-dire que si le parent a des difficultés vraiment d'accompagnement de son enfant, est-ce que vraiment c'est ça qu'il recherche? Pourquoi pas, peut-être. Hein. J'ai pas de voilà, mais il faut vraiment savoir pourquoi. Et je pense ça c'est le travail effectivement du professionnel de comprendre la demande et la souffrance derrière, bien sûr, parce que comme on l'a dit, c'est pas juste de faire passer le test pour faire passer le test, c'est pour aider à quelque chose. Mais après, je pense que oui, je pense que beaucoup d'enfants, le fait parce que comme je dis, ils ressentent en fait le décalage. Ils le ressentent, et mais très très jeunes, hein, vraiment. Si on interroge même des enfants de 3-4 ans qui sont surdoués. Ils le disent avec leurs mots, mais ils le disent très clairement. Par exemple, non mais moi je n'aime pas rester avec les autres enfants. Je n'aime pas faire comme les autres enfants. Je crois que j'ai un problème parce que je veux pas jouer avec leur jeu. Des mots comme ça, en fait, ça peut déclencher beaucoup d'angoisse chez l'enfant. Donc le fait de pouvoir lui expliquer, même très jeune, en fait, c'est tout simplement parce que voilà, ton cerveau, tu vois, il fonctionne différemment, donc tu as besoin de besoins différents. Enfin voilà, je pense que ça peut rassurer l'enfant, ça rassure le parent. Donc un parent rassuré, c'est un enfant aussi rassuré. Et puis on peut adapter. Il y a de plus en plus d'écoles, ou en tout cas même des classes spécialisées pour les enfants neuroatypiques. Ça existe, alors c'est pas toujours le cas. Il y a quand même malgré tout de plus en plus de profs, de directeurs d'école qui sont sensibilisés au sujet. Pas toujours, je sais bien qu'on entend des témoignages terribles à ce sujet, il y en aura toujours, mais il y en a de plus en plus. Et on voit l'impact positif sur ces enfants, en fait, de comprendre qu'ils sont différents et que c'est OK, en fait, d'avoir cette différence. En fait, je pense qu'on les sauve de, justement, un gros syndrome de la suradaptation pour plus tard. Et alors après, est-ce que c'est obligatoire? Toujours pas. Hein. Comme je le disais, le test n'est pas obligatoire. Il y a énormément d'enfants et d'adultes neuroatypiques qui ne savent pas qu'ils sont neuroatypiques et il n'y a pas de problème avec ça. Mais s'il y a une souffrance, je pense que ça peut être important, oui. Ça peut soulager tout le monde. Oui, et puis ce que tu disais tout à l'heure, finalement, un papa ou une maman qui serait lui-même
neuroatypique ou dans la douance, de bien se connaître parfois, ça l'aide aussi à accompagner son enfant. Combien de parents finalement, beaucoup de mamans, j'avoue que moi je vois beaucoup plus les mamans que les papas, même s'ils sont d'accord pour que leur enfant vienne consulter, mais souvent voilà, beaucoup de mamans viennent. Et le fait de découvrir que leur enfant est concerné par le potentiel intellectuel, qu'elles-mêmes, si elles sont concernées, du coup, de comprendre comment elles fonctionnent, de s'autoriser, du coup, à enlever le masque, je trouve qu'il y a une belle connexion qui se fait après avec l'enfant. On ouvre une porte incroyable à ce moment-là. Moi, je dis souvent, c'est un moyen de se reconnecter à sa propre enfance, de faire le deuil de certainement d'autres choses. Alors, il y a des peurs à accompagner à ce moment-là, parce que il y a la peur de dire, moi, ça a été tellement compliqué d'être différent ou différente que j'ai pas envie de ça pour mon enfant. Oui, mais justement, vous le saviez pas. C'est ça qui était compliqué, en fait. C'est de ne pas le savoir, de ne pas comprendre, de ne pas mettre des mots dessus, en fait. Et donc, du coup, potentiellement, d'aller chercher des réponses là où elles n'y sont pas. Tandis que là, l'enfant, il le sait, on le comprend, le professionnel va pouvoir expliquer son fonctionnement, vous rassurer, et vous allez faire ce chemin à deux. Il y a une chanson que j'aime beaucoup de ce drôle de dame. Je sais pas si tu connais. Non. Oui, non. C'est un groupe, donc c'est drôle de dame, et c'est Mon petit gars, la chanson. Si jamais de l'écouter, c'est une chanson que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, et parce que je pense que la chanteuse possiblement c'est peut-être sa situation, mais elle chante en tant que maman d'un petit garçon qui va trop vite et que le monde lui reproche d'aller trop vite, et elle explique que t'inquiète pas, c'est normal qu'il y ait des feux d'artifice dans ta tête, vas-y, cours aussi vite que tu veux, en gros, parce que moi, t'inquiète pas, je cours à la même vitesse que toi. Et je la trouve puissante, cette chanson, parce que je pense qu'on peut rassurer aussi ces parents qui ont fait la démarche, dire ok, il y a un truc, je ne laisse pas mon enfant comme ça, on va trouver, et t'inquiète pas, je vais courir avec toi. Et je trouve que c'est le plus beau message qu'on peut dire à nos enfants. Je suis émue rien qu'en t'écoutant. Je trouve que ça transmet tellement d'amour, et je crois que plus on va sensibiliser le monde à ces sujets-là, et plus on va justement pouvoir courir tous ensemble. Exactement. Chacun à notre façon. Mais complètement, chacun son rythme, chacun sa façon, chacun avec son t-shirt surdoué ou pas. Vous étiez légèrement sur cette image, du coup. Mais en tout cas, en créant du lien, je me souviens que moi-même, en maternelle, je devais avoir 4 ans, quelque chose comme ça, j'avais dit à ma maîtresse de l'époque, mais maîtresse, tu sais, si on se donnait tous la main, on pourrait faire tout le tour de la Terre, et l'amour pourrait faire tout le tour de la Terre. Ça. Et la maîtresse m'avait répondu, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Et là, le début du faux self a commencé. Oui, on construit bien plus tard, mais voilà, je comprends pas, tu te dis, ok, je parle pas la même langue que tout le monde, je vais adapter mon langage. Je veux dire, ça, voilà, si t'as la sensation que tout le monde parle anglais autour de toi et que t'es la seule à parler français, tu vas parler anglais à un moment donné pour pouvoir comprendre. C'est logique. Et donc, plus on va accompagner les enfants et les adultes à se découvrir et à assumer cette part d'eux-mêmes, et plus je pense que tout le monde aura y gagné finalement. Tout le monde aura y gagné. Wow, merci beaucoup Élodie. Franchement, c'était très très riche tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Je crois que ça va vraiment apporter des clés aux personnes qui vont t'écouter pour se comprendre, peut-être pour oser passer le cap d'être accompagnées. Sachez que, comme Élodie l'a dit, c'est parfois juste 1, 2, 3 séances pour comprendre qui vous êtes. Puis après, ça roule, quoi. Hop, ça y est, ça roule. Et puis, en fait, se faire accompagner dans la vie, c'est un peu comme quand on va voir le médecin. On va pas mis à part ceux qui ont des maladies, effectivement, qui demandent un suivi particulier. En général, on y va juste de temps en temps quand on a besoin, en fait. C'est ça. C'est un peu la même chose. Je pense qu'on a trop l'idée, tu sais, de cette thérapie un peu psychanalytique, allongée sur le divan pendant une année. Alors ça existe, et certaines personnes apprécient ce genre de choses, et il n'y a pas de souci. Mais pour ceux et celles qui ne recherchent pas ça, sachez qu'il existe plein d'autres manières. Et voilà. Donc c'est ok, le but est de trouver l'accompagnant qui vous correspond. Mais oui, et puis comme je dis souvent aux parents quand ils viennent avec leurs enfants, je leur dis toujours, moi je fais pas, c'est bien s'il y en a d'autres qui le font, moi je ne sais pas faire ça. Moi, je vois l'enfant, quelques séances, 3, 4, de toute façon, après, on perd sa concentration et l'intérêt.
et on travaille par problématique. Là, en ce moment, c'est ça qui pose problème à l'enfant, c'est ça qui pose difficulté, on travaille dessus et on laisse après l'enfant évoluer. Si de nouveau, il y a quelque chose qui pose difficulté, on se revoit à ce moment-là. Mais voilà, sinon, on n'est plus dans des formes de thérapie où on se voit toutes les semaines pour s'allonger et parler. Non, on est dans des formes actives où le patient a toute sa place d'acteur ou d'actrice et c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Élodie. Merci pour cette grande richesse. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le suivre. En tout cas, merci, Élodie. C'était un vrai plaisir. Et puis, j'espère que ça vous fera du bien à tous de vous rendre compte que tout est OK, que vous êtes normal et que tout va bien. À bientôt, Élodie. Au revoir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller télécharger ma méditation gratuite. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous remercie pour votre écoute. Si mes mots vous ont fait du bien, pensez à liker, noter ou commenter cet épisode. Cela contribue à cultiver toutes ces graines et cela m'encourage à développer ce podcast. Merci et à bientôt.